On est rendu à la partie 2 de l'épreuve Math 2024. Alors, on nous définit un espace vectoriel de matrice A. Alors pour moi, n sera toujours égal à 2m parce que bon, on ne va pas faire deux fois les mêmes choses. Voilà, vous l'avez compris déjà précédemment. Donc je m'occuperai que de cette partie-là finalement dans le problème. Euh, donc ici, on divise en deux, hein, comme c'est pair. Hein, donc on a 4 blocs de taille m égale n sur 2. Et 3 blocs nuls ici, et un bloc en haut à droite, qui va être exactement l'ensemble des matrices de taille m. Voilà. On appelle cet espace vectoriel nu n de k. C'est bien un sous-espace vectoriel, et il est de dimension évidemment m2. Donc là, b de n est égal à m2. Et on attaque. Bon, la dimension est bien M2. Si n est pair, que vaut m'm, et ben m'm vaut 0, bien sûr. Quand on va multiplier deux matrices, bah, les blocs vont finalement jamais se rencontrer entre eux, hein. Voilà, à cause de là où ils sont placés. C'est un peu comme les matrices élémentaires. EIJ fois EKL est égal à 0 si J est différent de K. C'est le même principe. Voilà, donc bon, finalement, on nous place dans cette situation, donc ça nous met en confiance par rapport à la question 8b. 9a, alors vérifier que A, alors donc on fait pareil que V, mais on rajoute une homothétie. Donc A est une sous-algèbre commutative. Bon, bah, évidemment, c'est un sous-espace vectoriel, hein. Sa dimension, bah, ça va être évidemment bah, ici M2, hein, on avait M2 pour V, plus 1, puisqu'on a rajouté IN, et que bah, c'est une droite qui n'était pas incluse dans l'espace au départ. Donc on rajoute 1 à la dimension, ce qui fait donc bien 1 plus M2. Et c'est une sous-algèbre, bah, on vérifie que quand on... Alors bien sûr c'est un espace vectoriel, hein, ça on l'a dit, et c'est stable par multiplication. On peut vérifier d'ailleurs et garder de côté la formule que lambda in plus m fois lambda prime in plus m prime, ça va faire lambda lambda prime in plus lambda prime m plus lambda m prime. Démontrer que le groupe des éléments inversibles de A, c'est donc ce A croix, c'est l'ensemble des lambda in plus m où lambda est non nul. Bah, oui. Alors, donc, il suffit de prendre. Alors, on peut remarquer que ça, c'est une décomposition de Dunford, hein, puisqu'on a un nilpotent ici et ici une diagonale. Donc, vraiment, c'est une décomposition. Et puis, ça commute, évidemment, puisque c'est une homothétie. Donc, on a une décomposition de Dunford. Bon, je ne sais pas si ça nous éclaire beaucoup. Mais en tout cas, on a une matrice triangulaire, ce sont des matrices triangulaires supérieures avec lambda sur la diagonale, donc c'est inversible si et seulement si lambda puissance n est différent de 0, donc si et seulement si lambda est différent de 0, donc on a exactement ça, les inversibles. Là, il y avait une coquille, V est un idéal de la K algèbre commutatif A différent de A. Donc qu'il soit différent de A, c'est clair. Que ce soit un idéal, c'est clair aussi, parce que comme c'est un sous-espace, il est stable par plus. Bon, il est non vide, hein, on le dira jamais assez. On a lambda in plus m fois, on va dire m', ben, ça va être lambda m', d'après ce qui se passe ici. Et du coup, bah, on est bien sûr dans V. Donc c'est bien un idéal. Il est maximal, oui. Alors c'est simple, hein, il est maximal parce qu'il ne peut pas y avoir plus, hein, comme idéal. Parce que si on prend une partie qui contient strictement V, alors elle va croiser A étoile. D'accord, il va y avoir un lambda non nul,
puisqu'on a pris tout dans V, on a pris toutes les matrices où lambda était nul. Donc après, c'est les lambda non nuls, donc c'est les inversibles. Et si un idéal contient un inversible, eh bien, il contient l'unité, évidemment, et donc il contient tout A. Et on voulait des idéaux différents de A. Donc c'est un idéal maximal. Une autre façon de le dire, c'est de dire que quand on quotiente par M, donc quand on tue M, on a un corps. Donc quand on fait le quotient et qu'on a un corps, c'est qu'on a un idéal maximal. Entre parenthèses, le fait que cet idéal maximal, c'est exactement le complémentaire des inversibles, prouve que c'est le seul idéal maximal. Et là, je pense que seul devait arriver après. Donc c'est le seul idéal maximal, puisque tout idéal est inclus dans cet idéal, puisqu'il ne peut pas toucher des inversibles. Donc c'est ce qu'on appelle l'anneau A, et ce qu'on appelle un anneau local. Alors l'indice A, démontrer que le groupe A étoile, donc les inversibles de A, est isomorphe au produit direct du groupe K étoile multiplié par le groupe KD+. Alors oui, c'est un groupe, d'accord? Effectivement, hein, c'est toujours le groupe multiplicatif des inversibles, il est abélien. Hein. Et on va construire, en fait, le morphisme qui va de là vers ce produit direct, qui a lambda in plus m, associe lambda, donc dans K étoile évidemment, mais pas m, évidemment c'est pas si simple, il faut faire m sur lambda, ce qui est possible parce que lambda est inversible. Voilà, alors on vérifie que pour la multiplication c'est bon, parce que quand on multiplie ici, on va avoir lambda lambda prime in plus lambda prime m plus lambda m prime. Donc quand on va faire lambda prime m plus lambda m prime divisé par lambda lambda prime, ça nous fait bien m sur lambda plus m prime sur lambda prime. Voilà, donc on va bien vers k puissance d, évidemment. V est de dimension d sur k, donc au niveau du groupe additif, c'est k puissance d. Voilà. Bon, petit b, soit P un nombre premier, R un élément de n étoiles, Q égale P puissance R, FQ un corps de cardinal Q. Bon, alors le groupe A des inversibles de A est isomorphe au produit direct. Ben oui, parce que ici, on va avoir K étoile, ben ils le disent, le groupe multiplicatif de K étoile, ben il est cyclique, donc ça va être finalement isomorphe. Il est cyclique de cardinal Q, ben moins 1, puisqu'on a enlevé 0, donc c'est le groupe cyclique Z sur Q moins 1, Z, mais lui il est vu additivement. Ensuite, FQ est un espace vectoriel de dimension R sur FP. FQ est de caractéristique P, évidemment, son plus petit sous-corps, donc son sous-corps premier, c'est FP, il est de dimension R sur FP, donc ça c'est des choses bien connues sur les corps finis. Donc ce qui veut dire que FQ à lui tout seul, c'est déjà comme groupe additif, c'est Z sur PZ puissance R. Un espace de dimension D sur FQ, ça va être Z sur PZ puissance R D. Voilà, additivement. En fait, c'est vrai comme espace vectoriel, donc c'est vrai aussi comme groupe additif, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, on a terminé la 2A. Alors, on attaque la 2B avec ce théorème 1, qui est en deux parties, la dimension maximale d'un sous-espace vectoriel commutatif de Mn de K dont les éléments sont des matrices nilpotentes et B de n, donc pour nous ce sera M2, où M c'est la moitié de n qui est pair, et 2 si n est supérieur ou égal à 4, bon, on verra. Tout sous-espace vectoriel commutatif de Mn de K dont les éléments sont des matrices nilpotentes et dont la dimension est Bn, donc quand la dimension est atteinte finalement, est conjugué au sous-espace standard qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a appelé Vn de K, où la matrice était découpée en 4 avec un bloc matriciel en haut à droite et les trois autres nuls. Alors là, il y avait la
première question que je trouvais tricky, la 11A. Alors bien sûr, on notait F, le sous-espace vectoriel de E engendré par les images des éléments de V. Donc on part d'un sous-espace vectoriel commutatif dont les éléments sont tous des endomorphismes nilpotents de E. Bon, voilà. Et maintenant, on regarde la somme des im de UI, hein, des images de UI, donc l'espace somme des images de UI. Voilà, ça on l'appelle F. On prend un supplémentaire S de F dans E. Voilà. Et on va regarder l'application qui va de V dans les applications linéaires de S vers F, qu'on va appeler psi, et qui envoie U, donc un endomorphisme nilpotent qui fait partie de cette famille commutante, vers la restriction. Alors il y a une restriction à S et une co-restriction à F. Voilà, comme ça on est dans L de SF. Alors, entre parenthèses, vous remarquerez que U de S est bien inclus dans F, puisque F, U de E est inclus dans F, puisque F, c'est la somme de tous les U, tous les im de U, quand U parcourt V. En fait, il suffit de faire parcourir à une base, si on est embêté, si on est gêné par les sommes infinies. Mais bon, une somme infinie d'espace vectoriel, ça marche aussi. Bien, alors on a donc U de S qui est forcément inclus dans F, et donc on a une application qui est bien définie, qui va de V dans L de S, F. Et il faut montrer, bon alors évidemment elle est psi et linéaire, on ne demande pas de justifier, évidemment c'est une restriction, démontrer que l'application psi est injective. Indication, on pourra déterminer le noyau de psi en s'aidant de la question 3C. La question 3C, c'était la question qui disait que quand on compose n éléments, où n c'est la dimension de E, donc n endomorphismes nilpotents qui commutent, alors on a 0. Voilà, un espèce de super Kelly-Hamilton. Alors j'ai essayé d'écrire une preuve qui tienne debout. Je voudrais remercier Sydney qui m'a gentiment proposé sa preuve. Et alors j'avais une preuve qui était effectivement un petit peu plus compliquée parce que je voulais montrer que le plus petit sous-espace stable par les UI et contenant S était E, ce qui permettait de conclure, mais il a proposé une méthode plus directe et que j'ai un petit peu arrangée et je vais vous la raconter. Alors, on part de U dans V, tel que U s'annule sur S, et il faut montrer que U est nul. C'est ça, c'est exactement ça, l'injectivité de psi, sachant que U envoie par construction S dans F, hein, évidemment. Donc, je vais poser IK, la somme des des images, U, des composés de K éléments de V. Voilà. Bon. Alors, donc, ça veut dire que les IK, c'est des sous-espaces de E. Il est clair qu'ils sont emboîtés, c'est-à-dire que IK est inclus dans IK-1 pour tout cas. Par convention, I0, c'est E. Et par la question 3C, finalement, ce que nous dit la question 3C, c'est que IN, c'est 0. Voilà. Donc, on a des... en fait, si vous connaissez les noyaux emboîtés, hein, vous pouvez imaginer que vous avez des multi-noyaux emboîtés et vous avez des multi-images emboîtées. Donc des sommes d'images quand il y a plusieurs endomorphismes, et heureusement la I-commute, ça permet de simplifier un peu les choses. Alors on pourrait imaginer des intersections de noyaux emboîtés et des sommes d'images emboîtées. Bon, on pourrait imaginer une théorie comme ça. Voilà. Alors, F, c'est exactement I1 dans cette histoire.
par définition, construction de F. Et il faut remarquer que si on a un endomorphisme V de grand V, bah, il envoie forcément IK sur IK plus 1. Voilà. Bon, ça c'est des évidences. Et on va montrer que U, pour le U qui s'annule sur S, hein, que U de IK égale U de IK plus 1, pour tout cas. Alors, à partir du moment où on aura montré ça, eh bien, on va montrer que U de E, qui est par définition U de I0, eh bien, U de I0 sera égal à U de I1, qui sera égal à U de I2, etc., qui sera égal à U de IN, qui sera égal à 0. Bon. Alors, quand je dis égalité, en fait, on va montrer l'inclusion directe, mais l'inclusion réciproque était évidente, puisque IK plus 1 est inclus dans IK, d'après ça. Donc, il faut montrer l'inclusion directe. Alors, maintenant, regardons. On sait que E, c'est F plus S, c'est la somme directe, et on a commutation. Donc, quand on va faire U de IK, bah, je vais décomposer ça en U de IM ici, d'accord, puisque c'est une somme de IM et que U est linéaire. Et je vais regarder juste la somme de IM, d'accord, de cet endomorphisme-là. Et bah, comme U commute avec tous les autres, je peux passer le U de ce côté. Mais comme U est nul sur S et que E égale F plus S, U n'est que U restreint à F. Ce qui veut dire, vu la définition de F, qui est en fait I1, ben, F, ça va être une somme, ici on compose avec les U qui sont déjà dans F. Donc il va y avoir des... Ici, on compose avec une somme de UK, donc on a juste des UK plus 1, je vais donner un nouveau nom, donc UK plus 1, de certains X. Donc je vais avoir une somme pour UK plus 1 dans V de IM de U1 rond UK, rond UK plus 1, et U, je le refais commuter maintenant à gauche. Donc je vais avoir que c'est inclus maintenant dans U de ça. Mais bah, là maintenant, c'est U de IK plus 1. On est inclus dans U de IK plus 1 par définition de IK plus 1. Voilà. Bon, c'est un peu astucieux. Donc on a bien, maintenant, en prenant la somme de toutes ces choses-là, U de IK inclus dans U de IK plus 1, et donc notre U de E égale 0, ce qui veut dire que U est nul, ce qui veut dire que psi est injective. Bon, à partir de là, les choses se simplifient, quoi. Démontrer que, bon, bah, du coup, dim de V est forcément inférieur à la dimension de L de SF, puisque V s'injecte dans L de SF, et donc cette dimension, c'est dim de F fois dim de S, donc dim de F fois N moins dim de F. Et maintenant, si dim de F, on l'appelle, je sais pas moi, K, on a une fonction N est fixée, hein, N est égal à 2M, bon, pour moi pour l'instant, et donc K facteur de 2M moins K, c'est une fonction de K qui est de degré 2, c'est une parabole qui est tournée vers le bas et qui atteint son maximum pour K égale M, d'accord, et le maximum est égal à M facteur de 2M moins M, donc à M2, donc c'est bien inférieur, et c'est atteint en plus. Hein. C'est atteint pour donc dim de M, c'est atteint pour dim de F égale M. Voilà, donc on a établi l'item 1 du théorème 1, et maintenant, il faut attaquer le 2. Alors là, c'est assez joli. Bon, alors d'abord, on note D égale dim de S, 12A, donc on a supposé maintenant que V est de dimension M au carré, démontrer que l'application psi est un isomorphisme de K espace vectoriel, bah oui, puisque là la dimension c'est
m au carré, dim de, comme c'est atteint, c'est forcément atteint en m, donc L de S, ici qu'on a L de SF ici, donc on a K égale M, donc du coup F ben, c'est M aussi, donc M fois M ça fait M2, on a exactement un isomorphisme parce que c'était injectif et égalité de dimension. Et D est égal à M. Bon, donc là, pas de souci. Bon, on peut faire les deux questions en même temps. Et là, on suppose d'établir que U' rond U égale 0. On va raisonner par l'absurde. On suppose qu'il existe U et U' dans V tel que U' rond U est différent de 0. Donc on est toujours dans le cas, hein, question 12 et 13, on est toujours dans le cas où la dimension est maximale. Justifier l'existence de x1 dans S tel que U' rond U de x1 est différent de 0. Alors, là, si vous voulez, à partir du moment où on montre, si on arrive à montrer que U' rond U est dans V, alors c'est bon. Parce que, on a la contraposée finalement de l'injectivité de psi. Puisqu'on a regardé la restriction à S, c'est non nul, ça veut dire que c'est non nul. Mais attention, V est un sous-espace vectoriel, ce n'est pas une algèbre. Donc U' rond U n'a a priori pas de raison d'être dans V. Mais a posteriori, oui, parce qu'on va prendre la sous-algèbre engendrée par V, c'est, donc elle va contenir U' rond U, elle va être commutative, évidemment, puisque tout commuté au départ. Ça va être des éléments nilpotents, parce que quand on compose des éléments nilpotents qui commutent, ben c'est encore nilpotent. Donc par maximalité, c'est forcément égal à V. Je ne sais pas si c'était ça l'idée du concepteur, parce que je trouve que sans indication, c'est pas tout à fait évident cette idée. Peut-être qu'il y a une autre idée. En tout cas, bon, celle-là, elle me paraît claire. U' rond U est dans V, parce que la sous-algèbre engendrée par V, c'est V, par maximalité. Bien. Donc on a le petit a grâce à ça. Petit b, donc du coup, on a ce x1. On le complète en une base de S, et il faut démontrer qu'il existe V et V' dans V, tel que V de x1 égale U' x2, V de x2 égale 0, V' de x1 égale 0, V' de x2 égale U de x1. Bon, bah, évidemment, on va utiliser la surjectivité, le fait qu'on a un isomorphisme ici. On construit déjà un V de S dans F. Bah, de toute façon, on utilise le théorème, voilà, le théorème fondamental de l'algèbre. Hein, il va exister, on peut imposer toutes les parties libres, l'image d'une partie libre, d'accord. Donc ça c'est bon. V et V' existent dans L de SF, et du coup, par surjectivité de psi, qu'on a démontré ici, on a V et V' dans V. On arrive à prolonger. Donc très bien. Démontrer que V et V' ne commutent pas et conclure. Alors voilà, on va faire V rond V' de x1. V rond V' de x1, ça va faire 0 à cause de ça. Maintenant, quand on va faire V' rond V de x1, ça va faire V' de V de x1, donc V' de U' de x2, comme ça commute, ça fait U' de V' de x2, donc U' de U de x1, mais U' de U de x1 est différent de 0. Donc on a 0 d'un côté, non 0 de l'autre, donc ça fait, c'est pas possible, et ça ne commute pas, ce qui est une absurdité, parce qu'on était dans un espace qui commute. Donc du coup, maintenant, on établit l'item 2 du théorème 1. La question 14,
Donc on construit une base de E qui est compatible avec la décomposition F plus S. Donc on va avoir E1 jusqu'à EM qui est une base de F, EM plus 1 jusqu'à EN qui est une base de S, voilà. Maintenant, dans cette base, MU va s'écrire en bloc de taille M. Donc évidemment, l'image, donc tout MU va avoir son image dans F. Donc c'est normal qu'il y ait ces deux zéros ici. Ça correspond au fait que celui-ci, ce sous-espace contient toutes les images des U. Voilà. Et maintenant, comme là, on est déjà dans une image, on va avoir un 0 ici, d'après ce qu'on vient de voir dans la question 13, puisque ici, c'est déjà des images, donc quand on va rajouter un endomorphisme nilpotent dessus, ça va faire directement 0, parce que la composée de deux endomorphismes de V est nulle. Donc on a 0, 0, 0, et ici, eh bien, étant donné qu'on avait un sous-espace, ici on va avoir un sous-espace. Donc A, ici la matrice A parcourt un sous-espace vectoriel de indice M de K, et forcément, la dimension, ça va être la dimension M2. Voilà. Donc A parcourt M indice M de K. Donc c'est bien, modulo changement de base, ce qu'on avait appelé Vn de K, ce qui veut dire que V est bien conjugué à Vn de K. Alors, conjugué pour quelle matrice de passage? On avait une matrice au départ ici, donc ici c'est matriciel, donc on a une base canonique pour k puissance n qui est égale à k puissance 2m, et donc on prend la matrice de passage entre cette base canonique et cette nouvelle base, et ça va nous donner un changement de base et une conjugaison qui va nous amener sur ces matrices-là. Voilà. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On continuera plus tard.